Et c'est bien cette réticence qui pousse De Gaulle, grosso modo, à dire, eh bien, on ne veut pas de nous, eh bien, on va aller chercher nous-mêmes notre zone d'occupation. Alors, nous évoquions les difficultés du général de Gaulle à transmettre, à imposer ses idées auprès du général Eisenhower et du président Roosevelt. Alors, les Anglais et les Américains ont un premier plan qui consiste à envahir l'Allemagne. Et ce premier plan, eh bien, il est, ma foi, assez simple. L'Angleterre se chargera du Nord et les États-Unis du Sud. Du Sud. Oui, c'est le plan arrêté par Eisenhower début 1945 qui prévoit l'invasion de l'Allemagne avec les armées, grosso modo, les armées anglaises occupant la gauche du front, du vaste front allié, les Américains occupant la droite, donc logiquement les Anglais occupant le nord du pays, les Américains le sud. Et pas de Français. Il n'y a pas de Français, donc c'est la conférence du Québec. Les Français n'y sont tout simplement pas? Non, c'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Les Alliés, au début, n'en voulaient pas. Finalement, Roosevelt veut bien, accepte, in fine, des Français en Allemagne, occupant l'Allemagne. Enfin, il accepte le principe. Mais le dessin de la zone n'est absolument pas arrêté. C'est-à-dire que la campagne débute fin février, début mars, sans que les Français sachent absolument où ils vont occuper, qu'est-ce qu'ils vont occuper, qu'est-ce qu'ils vont faire, à quoi vont-ils avoir droit en matière de contrôle, de gestion de la zone. Tout ça reste complètement flou. D'accord. Churchill, lui, de son côté, comprend cette volonté française de s'imposer et il va dans le sens, vous le disiez avant la pause, il va dans le sens du général de Gaulle. Oui, alors Churchill, donc voyage de novembre 1944, est tout enthousiaste, mais bon, il ne faut pas oublier que Churchill n'est pas complètement désintéressé. Il veut bien entendu le retour de la France, mais il veut surtout le retour de la France pour faire c'est la vieille politique anglaise de contrepoids en Europe. Il voit l'URSS d'un côté, il faut un contrepoids. L'Allemagne étant à terre, il faut que ce soit la France. Donc il se fait le champion de la France. Il se fait le champion de la France, donc on peut dire que c'est lui qui obtient gain de cause pour la France? Ah oui, oui, complètement. On le voit très bien à Yalta. Roosevelt vient avec des idées très très négatives, enfin assez négatives sur la France. Et en cela, il est suivi par Staline. D'ailleurs, l'entente entre les deux hommes est assez révoltante quand on peut lire les délibérés des différentes réunions. Et c'est Churchill qui arrive à arracher, premièrement, le principe de l'occupation française et ensuite à la participation l'organe de contrôle de l'Allemagne occupée. C'est véritablement Churchill auquel nous devons l'occupation française. Alors, le 12 février, justement, la France obtient un gain de cause et elle reçoit des mains des ambassadeurs américains, russes et britanniques 2 télégrammes lui donnant, au fond, la clé lui permettant d'agir. Que disent exactement ces 2 télégrammes? Donc c'est ça, il y a le principe de l'occupation, de la participation française au futur Conseil de sécurité, c'est Yalta, et la participation à l'organe, à la commission de contrôle qui siégera à Berlin à partir de juin 1945. Alors pourtant, la zone d'occupation n'est pas encore arrêtée. Est-ce que, au fond, la France ne bénéficie pas d'une grande marge de manœuvre du fait du flou des Alliés? Ah, là, vous êtes optimiste, on peut voir ça comme ça. En effet, les Français auraient pu se répandre dans toute l'Allemagne, essayer de grignoter la zone. Et c'est un peu le raisonnement que va tenir De Gaulle et qu'il va essayer d'instiller à De Lattre. Grosso modo, il va lui dire traversez le Rhin et prenez tout ce que vous pouvez. D'accord. C'est véritablement le principe des chaises. Ce n'est pas un blanc-seing, mais... Quasiment. Quasiment. Oui, quasiment. Quasiment. Alors, du côté américain, il y a des évocations politiques qui font un peu sourire. Il y a Roosevelt qui parle d'un État de Wallonie. Ça fait partie des déclarations assez fumeuses de Roosevelt. On reste assez sidéré quand on lit les déclarations de Roosevelt à différents moments de sa vie. Alors, je ne sais pas si la maladie, sur la fin de sa carrière, bien entendu, a peut-être un petit peu altéré son jugement, comme le laisse penser le docteur personnel de Churchill, qui a suivi toutes les conférences au jour le jour. Mais c'est vrai que certaines de ses positions laissent beaucoup de questions sur la capacité qu'il avait à raisonner et à estimer le futur du monde et sa relation avec l'URSS. Est-ce que ce n'est pas une absence de réalisme sur la situation politique réelle de ce qu'est l'Europe? Et au fond, n'est-il pas orienté, enfin sa pensée n'est-elle pas orientée uniquement vers la dénazification et le côté politique est laissé au fond à un certain idéalisme, non? C'est ça. Bon, ces conseillers s'en défendent. Ils ont produit moult ouvrages après-guerre pour expliquer que ce n'est pas ça, mais on peut quand même s'inquiéter beaucoup sur la naïveté de Roosevelt lorsqu'il lit l'Europe de 1945 et surtout sa relation avec l'URSS. Il estime qu'en établissant un lien de confiance avec Staline,
tout se passera bien, les États-Unis et l'URSS pourront régler le sort du monde en quelque sorte très gentiment, entre gentlemen, et que donc avec cette confiance, tout ira bien. Et bon, on a vu les conséquences. Alors nous en arrivons à la préparation de l'armée française. Que possède la France sur le plan militaire à cette époque? En tout et pour tout, une armée. La première. La première, puisqu'il n'y en a qu'une. On avait eu un peu de snobisme en quelque sorte. On avait appelé l'armée A l'armée d'Italie, l'armée B celle qui a pris la suite pour la Provence. En fait, donc il n'y en a qu'une, puisque la première armée est constituée pour large part des divisions d'Italie et des divisions blindées qui attendaient en Afrique du Nord. Donc la première armée, c'est en tout et pour tout une dizaine de divisions. Ça fait à peu près entre 250 000 et 400 000 hommes en fonction des remplacements et du fameux amalgame qui a consisté à prendre des anciens maquisards FFI à la place des tirailleurs sénégalais et nord-africains qu'on a renvoyés chez eux au moment de l'hiver 44. Donc c'est une armée avec, bon, en quelque sorte, en électron libre, nous avons la 2e DB du général Leclerc, qui a fait partie de la première armée pendant un certain temps et vu ses démêlés avec de l'âtre, ensuite a rejoint les armées américaines. Donc en tout et pour tout, c'est véritablement un électron libre. C'est un électron libre complètement. Alors quel est l'état de cette armée? C'est assez difficile de répondre, parce que ça dépend beaucoup des unités. Ce sont quand même des divisions très éprouvées, qui ont, donc pour celles d'Italie qui ont véritablement fait merveille, sont des guerriers aguerris. Nous avons des divisions blindées qui ont également fait merveille jusqu'en Alsace et aux Vosges, donc des armées très éprouvées qui ont beaucoup souffert. Du point de vue équipement, c'est assez délicat d'estimer parce qu'il y a eu ce fameux amalgame. Or, l'amalgame n'avait pas été approuvé par les Américains, qui ont dit grosso modo, débrouillez-vous avec le stock qu'on vous a donné. Donc ça a obligé à faire certains partages et à partager un peu la pénurie. Mais bon, on peut estimer grosso modo que c'est une armée très aguerrie, très apte au futur combat, qui n'a pas tout le matériel qu'elle souhaiterait. Donc un bel outil de guerre. Je reçois Jean-Christophe Notin, qui est l'auteur d'un livre sur la campagne d'Allemagne, Les vaincus seront les vainqueurs, et nous évoquons le 30 et le 31 mars 1945, la nuit du 30 au 31 mars, qui est la fameuse nuit du passage des armées françaises sur le Rhin. Alors l'armée, nous évoquions la première armée, l'armée est dirigée par un homme qui est un sacré personnage, c'est le général de Latte de Tassigny. Alors pour les jeunes générations, c'est un nom un peu oublié. Pourriez-vous nous présenter ce personnage ? C'est véritablement un condottiere, un personnage haut en couleur, et sur lequel il y aura encore beaucoup de livres à écrire sans doute. Donc c'est un guerrier, je dirais en quelque sorte professionnel, qui avait fait ses preuves pendant la Première Guerre mondiale, qui avait été blessé, qui a ensuite différentes responsabilités, que bon, la Seconde Guerre arrive, il combat avec la 14e division, sans trop dire de bêtises. Sa division combat relativement bien, il reste en France jusqu'en 42. En 42, au moment de l'invasion allemande de la zone libre, il part en résistance, dans des combats, un comportement un peu désespéré, il est fait prisonnier. Il s'évade dans des conditions qui sont toujours un peu sujettes à caution. Enfin, la légende veut qu'il se soit évadé dans des conditions héroïques. Il rejoint Londres. On ne sait pas trop pourquoi, à vrai dire. Ensuite, il va en Afrique du Nord. C'est un personnage qui intrigue un petit peu, qui est toujours un peu la source de différentes, non pas complots, mais différentes manœuvres pour essayer de se placer. Bon, il jouit d'une excellente relation avec le général de Gaulle, qui donc lui réserve d'emblée qui le destine à la libération de la France. Il récupère donc l'armée Juin d'Italie. Juin et de Latte sont un peu les deux grands concurrents de l'époque. Ils ne s'estiment pas beaucoup, ils se détestent même cordialement. Et donc de Latte libère le sud de la France, débarque en Provence en août 1944, libère tout le sud, avec les Américains bien entendu, libère Lyon, rejoint les Vosges, l'Alsace, fait des choix tactiques et stratégiques également qui laissent beaucoup à désirer. Et donc se prépare à envahir l'Allemagne en mars 1945. Alors c'est une forte personnalité, un homme de caractère, non ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est soit très aimé, soit détesté largement. La première armée est, je dirais, un peu partagée entre les deux tendances. On dit généralement que ceux qui ont beaucoup aimé Juin détestent de Lattre totalement. Tous ceux qui ont servi Juin ont apprécié l'homme très proche des hommes, très paternaliste. De Latte, c'était pas du tout ça. C'est quelqu'un de très théâtral. On l'a surnommé du théâtre de Marigny. C'est quelqu'un qui s'improvisait dans les popotes. Il fallait absolument être nickel du point de vue uniforme, qui aimait beaucoup l'apparat, rouler dans de grosses berlines, annoncées par des motards.
Donc quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. Il était craint par les soldats? Non. Oui, il était craint pour le point de vue discipline. Il arrivait dans une chambrée ou dans un régiment, si tout n'était pas nickel, il partait dans des fureurs pas possibles, c'était sanction. Il a remplacé différents chefs de corps en pleine bataille pour des raisons qui ne sont pas toujours très explicables. J'en parle au moment de l'Allemagne, en pleine campagne d'Allemagne, en plein combat. Il remplace un général de division d'une très belle division pour des raisons qui sont très très contestables, puisque c'était uniquement parce que le général avait osé remporter une bataille qu'il avait destinée à un autre général. C'est quand même le comble en pleine guerre. Donc quelqu'un de très 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 discuté, d'assez craint, de très moqué aussi, il faut le dire, mais qui a l'appui du général de Gaulle, donc jusqu'en 1945, jusqu'à son éviction personnelle. Il n'y aura quasiment rien à dire contre le général de Lattre. D'accord. Alors, il a une phrase qui est magnifique. Il dit « Je veux détruire le mythe de l'invincibilité allemande ». Il a une volonté. Est-ce que cette volonté va participer, au fond, de la rapidité de cette expédition en Allemagne ? Oui, ça, il faut reconnaître ensuite à De Lattre. Si autant ses choix stratégiques jusqu'en mars 1945 sont assez discutables, autant la conduite de sa campagne d'Allemagne va être assez magnifique. Il va être l'origine d'une manœuvre autour de Stuttgart qui est vraiment digne d'éloge. Enfin, je ne suis pas historien militaire, mais on voit quand même un mouvement de troupes qui est assez phénoménal. En tout cas, sur la traversée du Rhin, ce qu'il faut reconnaître à De Lattre, c'est donc son talent d'improvisation, de spontanéité. Maintenant, sur le point de vue manœuvre, on doit le succès très principalement à la qualité des troupes. Sans la qualité des troupes, qui sont celles qui avaient fait l'Italie, l'opération aurait sans doute été un échec. Alors nous allons y revenir. Prenons position, si vous le voulez bien, sur le théâtre des opérations. En mars 1945, vers la mi-mars, où se situe l'armée française ? Alors nous sommes grosso modo au nord de Strasbourg. On est vraiment dans le coin nord-est de la France. Donc entre le nord de Strasbourg et la frontière allemande, qui est marquée par la hauteur, un petit cours d'eau. Ça représente une zone de, je ne vais pas m'avancer, mais de 40 km sur 10. Donc c'est vraiment tout petit. Les Américains nous ont laissé la portion congrue du front. On est coincé dans ce petit coin nord-est et on attend de pouvoir franchir le Rhin qui est sur notre droite. Il est loin, le Rhin ? Les Français bordent le Rhin. Les Français bordent le Rhin, d'accord. Alors nous allons évoquer cette traversée, Jean-Christophe Notin, après une seconde pause. Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française. Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antébi dans notre émission En habit vert. Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Christophe Notin, qui est l'auteur d'un excellent livre sur la France en Allemagne, à savoir Les vaincus seront les vainqueurs, paru aux éditions Perrin. Alors Jean-Christophe Notin, nous sommes au moment où la France est près du Rhin, elle borde le Rhin, et vous montrez dans votre livre que le moral des troupes n'est pas très bon, car déjà, on peut parler d'une absence de reconnaissance. Ah oui, tout à fait. Déjà en mars 1945, les troupes ont combattu donc pour la plupart depuis août en France, mais donc il y avait celles qui ont fait l'Italie, celles qui ont fait l'Afrique du Nord, il y a les Français libres qui ont combattu depuis septembre 1940. Et ils arrivent dans un pays, ils retrouvent leur pays, qui est certes heureux d'avoir été libéré, mais qui très rapidement, on lit beaucoup d'exemples, par exemple au Bois de Boulogne, vous avez la 2e DB qui occupe le Bois de Boulogne 2 semaines après la libération, vous avez des gens qui commencent à leur dire « mais qu'est-ce que vous faites encore là ? Il faudrait un peu nous libérer de la place, allez donc combattre en quelque sorte ». Donc les troupes qui se trouvent en mars 1945 en Alsace, et qui ont quelques permissions, qui vont à Paris ou dans leur ville natale, trouvent des gens complètement, assez désintéressés, plus intéressés une fois de plus par ce qui est tout à fait compréhensible, par la nourriture, le retour de leurs prisonniers, le retour des déportés, que par ce que vont pouvoir faire leurs petites troupes du côté de l'Allemagne. Alors les Américains et les Anglais dirigent en quelque sorte ce mouvement. Il y a un plan qui est bien établi, c'est le plan Eclipse. Oui, tout à fait. Donc c'est le plan d'invasion de l'Allemagne. Donc élaboré en janvier-février, laisse une portion très très congrue aux Français. Pas de grande ville. Rien. À vrai dire, au tout début, le tout premier plan prévoit grosso modo que les Français vont servir un peu de chien de berger aux alliés. Garde-chiourme, vous utilisez l'expression dans votre livre. Je suis un peu méchant, mais c'est ça. C'est les alliés libèrent.